regardez Al24 News. Bonsoir à tous à la une de ce dimanche 26 décembre 2021. Intense activité pour la diplomatie algérienne en 2021. Nous ferons le point dans cette édition. Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, icône de la lutte contre l'apartheid des morts. À l'âge de 90 ans, il a œuvré de façon décisive contre toutes les formes de discrimination. Et en Afghanistan, une femme ne pourra pas voyager seule au-delà de 72 km. Elles devront être accompagnées par un proche. Enfin, zoom ce soir sur la 13e édition du FIBDA. Des créateurs de bandes dessinées ont exposé pendant 5 jours à Alger. Depuis l'indépendance, la diplomatie algérienne a joué un rôle important de médiation pour la résolution des crises et conflits internationaux, mais aussi régionaux, en s'appuyant sur un nombre de fondements et principes qui constituent la doctrine de sa politique extérieure. Le Forum Al-Moujahid a organisé une conférence autour de la thématique du redéploiement diplomatique mené par l'État algérien. Le professeur Makhlouf Sahel a décortiqué les principaux éléments inhérents au sujet de 2 ans après l'élection du président Abdelmajid Tebboune. Sofiane Balouti. Le directeur d'Al-Moujahid, Mohamed Koursi, a ouvert la session en attirant l'attention sur les 2 pivots de l'action internationale algérienne que sont, selon lui, les principes et les intérêts. La parole a été ensuite cédée au conférencier, professeur associé à l'école de journalisme et fin connaisseur du dispositif diplomatique algérien. De par son potentiel, de par son positionnement géopolitique et géostratégique, elle a toutes les capacités pour être un pays pivot sur plusieurs ensembles, plusieurs espaces géopolitiques, maghrébins, africains, arabes et même méditerranéens. Makhlouf Sahel, expert en sciences politiques et relations internationales, a commencé par aborder la nouvelle approche que le président de la République a mise en œuvre pour passer d'une diplomatie de réaction vers un nouveau redéploiement marqué par un repositionnement dynamique et une influence active sur les niveaux bilatéraux et multilatéraux. Le conférencier a ensuite abordé le référentiel et la doctrine diplomatique algérienne forgée par les pères fondateurs à la conférence de Bandung en 1955 et émanant, à l'image de l'État national algérien, de la déclaration du 1er novembre 1954, cadre du mouvement de libération nationale et de l'État indépendant moderne. La présence de la délégation algérienne dans le cadre de cette conférence a constitué le premier noyau par lequel la diplomatie algérienne, lors de notre révolution, a commencé à démontrer ce qu'elle pouvait faire. Quand on sait que la délégation algérienne était emmenée par des jeunes diplomates, mais qui étaient brillants. Je citerai à titre d'exemple Mohamed Yazid, Aït Ahmed et Ben Yahya Allah yarhamhum. Enfin, le professeur Sahel a conclu en analysant la conjoncture chrysogène que vivent les espaces géopolitiques africains, arabes et méditerranéens de l'Algérie. La crise libyenne et malienne et le rôle capital que joue notre pays, l'alliance belliqueuse entre la monarchie marocaine et l'entité sioniste qui pèse sur la région, ainsi que les problématiques du narcotrafic ou encore du terrorisme ont été traitées. Makhlouf Sahel a également examiné, afin de mettre la lumière sur les enjeux et les velléités de résolution politique et pacifique initiées par la diplomatie algérienne, se voulant un facteur de stabilité respectant la souveraineté nationale des pays. Pour conclure, l'attention a été attirée sur l'attachement de la diplomatie algérienne au respect du droit international ainsi qu'au soutien des causes justes, en premier lieu la cause de la libération des peuples colonisés du Sahara occidental et de Palestine. Hommage ce soir à celui qui est considéré comme l'icône de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, l'archevêque prix Nobel de la paix Desmond Tutu, décédé aujourd'hui à l'âge de 90 ans. Retour sur le parcours d'une icône avec Sinhen Al-Makassi. Sa vie se raconte comme celle d'une légende humaniste ou d'un super-héros des temps modernes, au chevet des sans-voix, avant-gardiste de toutes les luttes pour un monde meilleur. Desmond Tutu,
ou l'un des derniers Mohicans du XXIe siècle. Il prend conscience très vite de la condition des gens de couleur en Afrique du Sud. Dès son jeune âge, il fait de la lutte anti-apartheid son cheval de bataille. Homme de foi, mais surtout de conviction, il consacrera sa vie à prêcher la paix et la justice sociale. Pour tous ses engagements, que ce soit en Afrique du Sud et dans le monde, il obtient le prix Nobel de la paix et fait de sa notoriété mondiale une tribune pour la libération des peuples, notamment la Palestine. Il ne cessera de dénoncer les crimes de guerre, là-bas et ailleurs. Il sera toute sa vie la conscience d'un monde qui refuse de parler des opprimés et qui choisit ses causes. Son sourire légendaire était sa force. Son visage angélique attirait la sympathie de tous ceux qui le rencontrent. Ses positions courageuses dérangent ses détracteurs, pour la plupart des lobbyistes qui l'accusent d'antisémitisme. Celui qui nommera l'Afrique du Sud la nation arc-en-ciel s'en va rejoindre ses compagnons de lutte au monde des cieux, laissant l'amour, l'espoir, la militance comme patrimoine commun à tous les enfants du continent africain. Et dans l'actualité, le président somalien a annoncé samedi soir qu'il retirait à son premier ministre la charge d'organiser les élections longuement attendues et à l'origine d'une grave crise institutionnelle, celui-ci ayant failli à ses responsabilités. Les tensions entre le président Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, et son premier ministre Mohamed Hussein Roble sont récurrents et cette décision pourrait déclencher une nouvelle escalade au sein du gouvernement somalien. Et toujours en Somalie, l'armée annonce avoir neutralisé 22 terroristes du mouvement Al-Shabaab dans le sud du pays. L'armée somalienne a annoncé avoir également libéré 3 villages des éléments d'Al-Shabaab. Il s'agirait du village de Jamjar, Moubarak et Jawharyari à la périphérie de la ville d'Awikl. Au moins 5 personnes ont été tuées dans l'explosion d'une bombe d'un kamikaze devant un bar de la ville de Beni dans l'est de la République démocratique du Congo. L'attentat n'a toujours pas été revendiqué, mais les autorités provinciales accusent le groupe des forces démocratiques alliées. Le kamikaze empêché par les vigiles d'accéder au bar bondé de clients a activé la bombe à l'entrée. Le bilan encore provisoire fait état de 5 morts, dont le kamikaze, et 13 blessés admis dans les hôpitaux. Nouvelle journée de manifestation au Soudan. Le comité des médecins a annoncé que 178 personnes avaient été blessées, dont 8 manifestants par balle, et ce, lors des protestations de ce dimanche dans plusieurs villes soudanaises qui ont tenté d'atteindre le palais présidentiel à Khartoum avant d'être refoulés par les forces de l'ordre. Pour rappel, le Soudan connaît depuis le mois d'octobre passé des manifestations en réponse à l'imposition de l'état d'urgence et la dissolution des conseils de souveraineté et du Conseil des ministres de transition. Le gouvernement de la transition au Mali a publié le 24 décembre un communiqué où il rejette les allégations de certains pays européens qui avaient exprimé leur inquiétude quant à l'éventuel déploiement de paramilitaires russes au Mali. Et nous rejoint en direct de Bamako Ali Mana, coordinateur général du mouvement des peuples africains du changement. Bonsoir. Quelle est votre analyse de la réponse du gouvernement malien à ces allégations européennes? Oui, bonjour. C'est effectif. Le gouvernement malien a fait un communiqué sur les allégations contenues dans le communiqué de 14 pays européens et du Canada sur la présence de paramilitaires russes au Mali, qui sont des allégations fondées sur des rumeurs, ce qui ne devrait même pas être, parce que la diplomatie ne se gère pas à partir des rumeurs, ça se gère à partir des faits concrets. Le gouvernement malien a mis en demeure ceux qui ont fait ce communiqué au niveau des pays européens et du Canada de leur prouver qu'effectivement il y a des paramilitaires russes au Mali. Le gouvernement du Mali coopère d'État à État entre le gouvernement du Mali et le gouvernement de la Fédération de Russie. Donc, en fait, c'est comme si on cherche des poux sur une tête rasée. Et la témérité et le refus des autorités du Mali de laisser la France, principalement elle, s'ingérer dans ses choix de partenariat, font que
ça provoque une sorte de frilosité, une sorte de comportement allergique au niveau de la France, comme si le Mali n'était pas un pays souverain. Merci, merci. Il en va de même Oui. pour les questions des sanctions de la CEDEAO contre le gouvernement de la transition. Ali Mana d'avoir été... Qui ne devrait même pas être. Oui, merci d'avoir été en direct avec nous de Bamako. Je rappelle que vous êtes coordinateur général du mouvement des peuples africains du changement. L'entité sioniste profite des situations de crise dans le monde pour accomplir son travail abject et poursuivre sa politique expansionniste. Un plan de 317 millions de dollars pour étendre sa zone de colonisation dans la région du Golan. Ce plan suscite la colère de la population locale. Leila Gardal. Israël, comme à ses habitudes, profite des situations de crise dans le monde et des foyers de tension qui focalisent l'attention de la communauté internationale pour accomplir ses basses besognes expansionnistes. Le gouvernement de l'entité sioniste vote aujourd'hui un plan pour doubler le nombre de colons dans la région occupée du Golan syrien. Une grande opération coloniale qui consiste, cette fois-ci, non pas à chasser par la force les habitants originaux du Golan, comme cela s'est fait à Sheikh Jarrah, mais à réduire leur nombre en implantant tout simplement de nouveaux colons. Cette opération d'envergure est l'une des plus importantes passées sous silence par les médias occidentaux. Nous allons faire l'histoire du Golan, affirme en toute assurance, voire même arrogance, le premier ministre de l'occupation sioniste, faisant fi ainsi des habitants autochtones du Golan syrien. Ce plan n'est pas une vue de l'esprit, mais un projet bien réel que compte réaliser l'entité sioniste au Golan pour rétablir son hégémonie. Le gouvernement israélien doit voter pour le déblocage de 317 millions de dollars pour la réalisation de ce plan expansionniste colonialiste par excellence. L'entité sioniste ne s'en cache pas, son objectif est de doubler la population et de la doubler à nouveau entre 2022 et 2025, a déclaré en ces termes le Premier ministre israélien. Le deuxième objectif consiste à atteindre les 100 000 personnes contre les 53 000 existants actuellement, avec la construction d'environ 7 000 nouvelles colonies d'ici 2025. Ce plan est une véritable violation du droit international. Ce qui s'apparente à un plan de développement n'est rien d'autre qu'un plan sioniste qui s'ajoute au précédent devant la bénédiction de la communauté internationale. Au Yémen, peu de temps après l'annonce par l'Arabie saoudite du déclenchement d'une opération militaire à grande échelle, la réponse des Houthis ne s'est pas fait attendre par la voix de leur porte-parole Yahya Sarri. Selon un communiqué publié sur la chaîne Telegram des rebelles, ils ont promis à l'Arabie saoudite, je cite, des opérations douloureuses tant qu'elle poursuivra son agression. En Irak, les corps de 16 victimes décédées en novembre lors d'un naufrage en Manche ayant fait 27 morts ont été rapatriés ce dimanche avant l'aube au Kurdistan où les familles les attendaient pour organiser leurs funérailles. L'avion est arrivé aux alentours de 2 heures à l'aéroport d'Erbil, la capitale de la région autonome dans le nord de l'Irak. Les victimes ont été transférées dans des ambulances qui ont quitté l'aéroport pour les transporter vers leur ville d'origine au Kurdistan. Et je vous le disais en titre, le régime se durcit de nouveau à l'égard des femmes. Malgré toutes les promesses, les talibans ont annoncé dimanche que les femmes désirant voyager sur de longues distances devraient être accompagnées par un homme de leur famille proche. Nouveau signe du durcissement justement du régime malgré leurs promesses initiales. La recommandation publiée par le redouté ministère de la promotion de la vertu et de la prévention du vice et qui circulait sur les réseaux sociaux appelle également les conducteurs à n'accepter des femmes à bord de leur véhicule que si elles portent le voile islamique. Et au chapitre santé, l'Algérie annonce l'instauration du pass sanitaire. Les autorités ont décidé, au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19, d'exiger le pass vaccinal pour l'entrée ou la sortie du territoire national et l'accès à certains espaces et lieux publics. Sohila Akilal. Le pass vaccinal est désormais exigé pour l'entrée ou la sortie du territoire algérien. C'est la nouvelle démarche adoptée par les autorités algériennes au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19.
Les lieux et édifices à usage collectif ou accueillant du public où se déroulent les cérémonies, fêtes et manifestations d'ordre culturel, sportif ou festif sont également concernés par cette démarche. Il s'agit dans un premier lieu des stades et lieux de déroulement des manifestations et compétitions sportives, des salles de sport, infrastructures sportives et piscines, des espaces et lieux accueillant les rencontres, séminaires et conférences, des salles de cinéma, théâtre, musées et lieux de spectacle. Le pass vaccinal sera également exigé dans les espaces de célébration de cérémonies et événements à caractère national et local, des salles, salons et foires d'exposition, des salles des fêtes et des hammams. Les autorités prévoient également d'intensifier les opérations de vaccination des fonctionnaires et certains corps des administrations et institutions publiques, ainsi que d'autres métiers des secteurs des services et du commerce. Cette démarche vise à éviter le recours à des mesures drastiques de restriction de la mobilité ou de suspension d'activités économiques, commerciales et sociales, ou encore de confinement à domicile, surtout avec la propagation rapide dans le monde du nouveau variant Omicron. Covid, toujours le nombre quotidien de contaminations ne cesse d'augmenter dans les 4 coins du monde. La France vient de franchir un nouveau palier avec plus de 104 000 nouveaux cas. Le variant Omicron désormais dominant au Portugal ne cesse de gagner du terrain et la Chine en état d'alerte avant les JO de Pékin. Le point avec Naïla Hamouda. La Catalogne impose un nouveau couvre-feu pour lutter contre la hausse des infections au coronavirus. Impossible de se déplacer entre 1h et 6h du matin, sauf raison impérative. Les boîtes de nuit ont dû fermer et des jauges sont désormais appliquées dans les lieux culturels et les restaurants. Les fêtes de famille doivent également se limiter à 10 personnes autour de la table. Autre mesure imposée par le gouvernement, le retour du port du masque en extérieur. La France franchit la barre des 100 000 cas quotidiens de Covid-19, des chiffres inédits jamais atteints depuis le début de l'épidémie. La progression des contaminations liées au variant Omicron s'annonce encore plus fulgurante dans les prochaines semaines, selon les spécialistes. Le gouvernement français envisage de nouvelles mesures de restriction pour le nouvel an. Un conseil de défense sanitaire doit se tenir lundi pour évaluer la progression fulgurante des contaminations au variant Omicron. Pour freiner le risque d'une vague d'hospitalisation, le ministère de la Santé a ramené à 4 mois le délai entre la dernière injection du vaccin et la dose de rappel. Le variant Omicron est devenu dominant au Portugal. Pas moins de 12 000 nouveaux cas sont enregistrés en 24 heures, un record depuis fin janvier dernier. Pour faire face à cette hausse des contaminations, le Portugal a adopté une série de nouvelles mesures de contrôle de l'épidémie comprenant notamment le télétravail obligatoire, la présentation d'un test pour assister à un spectacle ou un événement sportif, ainsi que la fermeture des bars et discothèques. La forte tendance à la hausse de la Covid-19 se poursuit au Québec. La barre des 10 000 nouveaux cas de Covid a été franchie. Cela représente une hausse de 57% sur une semaine. Une tendance similaire avait été observée lors de la même période l'an dernier. Pékin est en état d'alerte à l'approche des Jeux olympiques. La Chine enregistre 158 nouveaux cas de coronavirus. C'est le décompte le plus élevé depuis 4 mois. La plupart des contaminations se sont produites à Xi'an, où 13 millions d'habitants sont confinés depuis 4 jours. Interdiction de sortir de chez soi, interdiction de quitter la ville. Seule une personne par foyer est autorisée à aller faire des courses tous les 2 jours. Et dans le dossier Europe, le ministère russe de la Défense rappelle ses hommes à leur base. Plus de 10 000 militaires russes sont donc rentrés après des exercices d'1 mois dans le sud de la Russie. Les militaires étaient notamment positionnés près de la frontière ukrainienne, occasionnant de vives tensions. Amin Touta. Fin de manœuvre et les entraînements pour plus de 10 000 soldats russes dans le sud du pays, selon Moscou. Les exercices militaires ont duré plus d'1 mois près de la frontière ukrainienne, ce qui a ravivé la tension entre l'Ukraine et la Russie et l'Occident, qui a accusé le Kremlin de vouloir mener une intervention militaire en Ukraine. Une volonté niée par la Russie qui a démenti avoir des intentions offensives. Dans son allocution annuelle il y a quelques jours, le président Vladimir Poutine a chargé l'OTAN après avoir positionné ses missiles aux portes de la Russie et vouloir s'élargir vers l'Est en contradiction avec les engagements de Moscou et son refus de voir l'expansion de l'OTAN aux pays frontaliers, notamment l'Ukraine. Dans ce contexte, Moscou exige des garanties sécuritaires de la part des Occidentaux. Néanmoins, le président russe a exprimé son constat positif
par rapport à la réaction de Washington afin d'entamer un dialogue dans les prochaines semaines. Sur le terrain, la situation entre Kiev et Moscou était tendue ces derniers jours en raison des manœuvres militaires russes près de la frontière russo-ukrainienne. Une relation sous tension qui avait un précédent lié aux événements qu'a connus l'Ukraine depuis 2014. Et en bref, dans l'actualité au Royaume-Uni, un homme qui s'est introduit sur le terrain du château de Windsor a été arrêté samedi. Il s'agit du lieu où la reine d'Angleterre réside depuis le début de la pandémie. Une partie de la famille royale y était d'ailleurs réunie pour célébrer les fêtes de Noël. D'après la police, l'individu âgé de 19 ans portait une arme sur lui. Il a été poursuivi pour suspicion de violation, intrusion dans un site protégé et possession d'une arme offensive. Il aura fallu un peu plus de 3 mois au volcan Cumbre Vieja pour se rendormir. L'éruption sur l'île espagnole de La Palma, qui a provoqué des dégâts considérables, a officiellement pris fin samedi. Il fallait 10 jours consécutifs sans signe visible d'activité volcanique, délai requis selon les experts scientifiques pour pouvoir affirmer que l'épisode était terminé. La zone restera toutefois dangereuse pendant encore quelques temps selon les experts en raison de la persistance d'émissions de gaz toxiques. Plus de 11 000, c'est là le nombre de personnes qui ont été contraintes de quitter leur habitation et 4 200 ont dû être prises en charge par les autorités en raison d'inondations dans 19 municipalités de l'État brésilien de Bahia au nord-est, ont indiqué les autorités locales. Les fortes pluies qui s'abattent sur la région depuis le début du mois de novembre ont déjà fait 17 morts, dont une dernière victime jeudi, selon un bilan de la protection civile de Bahia. C'est une découverte effroyable qui a été faite en Birmanie. Les dépouilles d'une trentaine de personnes, dont des femmes et des enfants, ont été retrouvées dans des véhicules calcinés samedi, selon l'ONG Save the Children. L'ONG a annoncé que 2 membres de son personnel en Birmanie étaient portés disparus. Nous avons la confirmation que leur véhicule privé a été attaqué et incendié lors d'une attaque perpétrée vendredi dans l'état de Kaya, dans l'est du pays, a déclaré l'Organisation de défense des droits de l'enfant dans un communiqué. Au chapitre économie, selon les experts, il faut se rendre à l'évidence, produire coûtera désormais plus cher. Les prix de la production connaissent une hausse sans précédent au niveau mondial, et ce à cause de facteurs endogènes et exogènes, toujours faciles à contourner. Les tenants et les aboutissants de ce phénomène macroéconomique avec Khardin Batash. La hausse des prix à la production fait tressaillir les industriels du monde entier. Face à ce phénomène macroéconomique qui prend de l'ampleur au fur et à mesure que la pandémie Covid-19 dicte sa loi sur l'économie. En cause, l'inflation enregistrée au niveau de plusieurs matières premières, notamment le pétrole et le gaz, les métaux, l'électricité et autres intrants de base, qu'il est difficile de se procurer aujourd'hui. En parallèle, l'explosion des prix du fret maritime, notamment à partir de Chine, contribue à la pérennisation de cette tendance haussière au niveau de la chaîne de valeur. Cette situation va entraîner une augmentation des coûts de production et se traduira par une revalorisation à la hausse des prix des biens et des services. Ce qui serait à l'origine de tensions inflationnistes qui vont marquer les années à venir. D'autres facteurs exogènes font désormais partie de l'équation, à l'image du besoin de colocaliser certaines filières stratégiques ou de se protéger contre le risque d'une pandémie, une catastrophe naturelle ou encore une cyberattaque. En économie, tout est une question de prix. Début novembre, les industriels allemands ont vu leurs coûts grimper de 14,2% en un an. L'industrie la plus puissante d'Europe n'avait pas connu un tel rythme depuis octobre 1974. Réputée pour être l'usine du monde, la Chine n'a quant à elle atteint une hausse de 10,7%. Idem pour la France qui, en glissement annuel, enregistre une hausse de 16,3%, niveau inédit depuis janvier 1995. Un grain de sable qui vient enrayer l'engrenage économique mondial et qui se répercute déjà sur les prix de plusieurs produits manufacturés. À l'automne, la désorganisation des chaînes d'approvisionnement atteint un pic et de l'avis de tous les économistes,
ces tensions ne se résorbent que très lentement. Car hormis quelques grandes entreprises et groupes encore capables de faire du pricing power, la plupart des PME n'arrivent pas à endiguer l'augmentation de leurs charges liées à la production et sont obligés de préserver leurs marges bénéficiaires en reportant la hausse sur les prix des produits finaux. Un fardeau supplémentaire à supporter pour les consommateurs dont le pouvoir d'achat n'a pas été ménagé depuis le début de la pandémie Covid-19 et qui risque à terme de sonner le glas des produits bon marché. Et allez, petit voyage dans l'espace. Le télescope spatial James Webb, attendu depuis 30 ans par les astronomes du monde entier, a décollé avec une fusée Ariane 5 samedi pour rejoindre son poste d'observation à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Vol direct avec Iman Merat. Ce sont là les paroles de Greg Robinson, le directeur du programme Webb. Je suis curieux de savoir ce qui se passe là-bas. D'où venons-nous ? Quelle est notre place dans l'univers ? Le plus puissant télescope au monde construit à ce jour, le télescope spatial James Webb, a été mis en orbite avec un grand succès samedi 25 décembre. Après plus d'une trentaine d'années de développement et d'infinis retards, ce lancement marquera l'exorde de la mission du télescope Webb. Présenté comme le successeur de l'emblématique télescope spatial Hubble, conçu pour étudier les premiers jours de l'univers, environ 100 millions d'années après le Big Bang, lorsque les premières étoiles se sont allumées dans le cosmos. L'observatoire, estimé à 10 milliards de dollars de la taille d'un terrain de tennis, a été lancé au sommet d'une fusée Ariane depuis un port spatial européen en Guyane française, plus précisément à Kourou. Le télescope spatial James Webb entame son pénible périple d'une durée d'1 mois vers son orbite désignée autour du Soleil, à plus d'1 million de kilomètres de la planète Terre. Alors que Webb se dirige vers sa destination finale, des éléments clés de l'observatoire qui ont été repliés pour s'adapter à l'intérieur de la fusée devront se déployer dans l'espace. Les manœuvres risquées et minutieusement chorégraphiées sont d'une extrême complexité et nécessitent une telle précision que la NASA a baptisé la dite séquence 29 jours sur le bord. Sachant que les télescopes fonctionnent essentiellement comme des machines à remonter le temps, dans la mesure où il faut du temps à la lumière pour voyager dans l'espace, Webb, pour sa part, étudie la lumière des galaxies les plus éloignées du cosmos. Le télescope observe en réalité comment l'univers était il y a des milliards d'années. Et retour sur la planète Terre, au Niger, la Grande Muraille Verte avance à petits pas. Le plateau lunaire de Simiri, ville située à une centaine de kilomètres au nord de Niamey, capitale du Niger, s'est transformée en un petit paradis pour la faune et la flore. Amel Amzian Zitouni nous en parle. Au sol, des chèvres croquent des graines d'acacia, un arbuste aux redoutables épines très résistantes à la sécheresse. Des empreintes d'écureuils et de perdrix, des nuées de sauterelles dévorant les feuillages. Ce paysage du plateau de Simiri, relevé de l'utopie jadis, vu l'état caillouteux et désertique du terrain. C'est le fruit de ce pharaonique projet de l'Union africaine, la Grande Muraille Verte qui vise à restaurer d'ici 2030 100 millions d'hectares de terres arides en Afrique, sur une bande de 8000 km de long, allant du Sénégal à Djibouti, en passant par la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, le Tchad, le Soudan, l'Érythrée et l'Éthiopie. En plus de stopper le désert, le projet est aussi axé sur l'accès à l'eau, à l'énergie solaire, ainsi que sur des volets socio-économiques. L'enjeu étant de fournir des emplois à une population minée par la pauvreté. Après une décennie de travaux, l'état d'avancement du projet est de 8 à 12% de l'ensemble selon les autorités locales qui estiment la valeur du projet à plus de 600 millions d'euros. De son côté, l'Union européenne, l'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, la Banque mondiale et d'autres organisations mondiales ont contribué à ce projet continental. Environnement, toujours un début de semaine alors que l'hiver s'installait comme sur tout l'hémisphère nord. Les températures se situaient entre 20 à 30 degrés Celsius au-dessus des normales saisonnières en Groenland, pays rattaché au Danemark, situé non loin du pôle Nord, entre les océans Arctique et Atlantique. Les stations de mesure ont relevé jusqu'à 13 degrés Celsius à Nuuk, la capitale. Cette valeur se situe à 18 degrés Celsius au-dessus de la normale saisonnière.
plutôt situé autour de moins 5 degrés à cette époque de l'année. Et un mot de sport, à présent, les joueurs internationaux concernés par la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février prochain pourront jouer avec leur club jusqu'au 3 janvier, a annoncé la Fédération internationale de football, la FIFA, ce dimanche. L'Algérie sera privée de 2 joueurs, Riyad Mahrez et Saïd Barrahma. Il nous rejoint de Toulouse en France, Mansour Boutabout, pour nous en parler, ex-international algérien. Bonsoir. La semaine dernière, le CA avait menacé de ne pas libérer les joueurs internationaux pour la CAN, s'inquiétant du protocole sanitaire de l'épreuve sur fond de pandémie. Pourquoi cette pression sur les sélections africaines, M. Boutabout? Oui, bonsoir Nabila, enchanté. Ouais, c'est une date vraiment très surprenante. Donc voilà, la FIFA a mis cette date au 3 janvier. Je pense notamment à des pressions des clubs anglais, étant donné que nous avons 2 joueurs qui jouent là-bas. Donc c'est très embêtant pour Djamel Belmadi, pour qu'il puisse travailler au mieux possible avec son groupe au total. Vous êtes toujours avec nous? Oui, allô? Oui, alors quels sont selon vous les favoris de cette CAN? Les favoris, il y a énormément de bonnes équipes, donc notamment le Maroc, le Cameroun, le pays organisateur. Et les tenants du titre? Excusez-moi? Les tenants du titre, l'Algérie en l'occurrence? Il ne faut pas oublier l'Algérie, mais bon, moi je pense que nous avons toutes nos chances de faire le doublé, Inch'Allah. Donc voilà, nous avons un groupe très serein, donc notamment à la tête de cette équipe Belmadi qui est là pour driver notre équipe, bien évidemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mansour Boutabout, en direct de Toulouse, de France. Enchanté. Et culture, à présent, clôture aujourd'hui du Festival international de la bande dessinée qui a célébré le 9e art. Pendant 5 jours, les professionnels et amateurs ont été au rendez-vous. Amir Abdja y était également. Les chapiteaux de la 13e édition du Festival international de la bande dessinée ont été plantés du 28 décembre au 26 de ce mois. Le commissaire du festival nous raconte cette aventure. Nous sommes heureux que le 9e art algérien revienne avec des idées nouvelles, une autre manière de penser ce festival qui est totalement différent de ce qui est précédé. Et donc la bande dessinée, il faut dire que la bande dessinée est un héritage qui nous vient de nos aïeux, qui même avant l'indépendance de notre pays, étaient en train de défendre la cause nationale avec la bande dessinée, je cite. Notre place est primordiale et nous sommes leaders. L'Algérie est leader dans le monde arabe, dans la bande dessinée, en Afrique du Nord et en Afrique tout court. Donc il faudrait qu'on garde notre place, qu'on défende notre culture avec cet art. À l'honneur cette année, la Tunisie qui nous propose une exposition rétrospective du salon de la bande dessinée de Tazarka. Les artistes tunisiens reviennent sur leur participation. J'ai vu des cosplayers qui sont maintenant des amis et qui ont avancé énormément sur leur travail. C'est l'occasion jamais d'échanger, de se donner des conseils, etc. Je suis très honoré d'être ici parmi vous. Je viens avec mes travaux, mes livres pour les exposer et pour faire connaissance avec les artistes algériens. La FIBDA, c'est une occasion très rare en Afrique pour se rencontrer entre artistes africains, européens et maghrébins. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment nous aider en rentrant chez nous à avancer, à s'inspirer, à aussi nouer des contacts avec d'autres artistes. Au programme, pendant ces 5 jours de fête qu'a connu la bande dessinée à Alger, des expositions, conférences, ateliers de formation avec des professionnels de renom, mais aussi des espaces gaming et des concours. D'ailleurs, comme chaque année, le concours cosplay a fait son effet. Lors de la clôture de ce festival, des prix ont été décernés dans plusieurs catégories du 9e art. L'un des gagnants nous parle de sa joie. Heureuse de participer et de m'habiller avec ce costume qui est magnifique à mon avis. Et j'encourage le jeune lecteur algérien, on va dire, de venir et participer au FIBDA. J'aime faire ça parce que
J'adore l'ambiance pour les enfants, pour les inciter à lire des BD, des mangas et tout pour s'instruire. Cette 13e édition revient avec un nouveau souffle. Après une parenthèse causée par la Covid-19, ce retour est salué par tous les amateurs du 9e art. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. L'information continue sur Al24 News. Excellente soirée à tous.